On va commencer, si vous le voulez bien, évidemment, par la traque qui se poursuit pour tenter de retrouver Mohamed A et ses complices. On va rejoindre nos envoyés spéciaux, Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes tout près du péage d'Incarville, dans l'heure où s'est déroulé le drame hier, c'est cela ? Absolument, Laurence. Et les recherches, elles continuent avec un dispositif sans précédent, disait ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec plus de 450 policiers et gendarmes mobilisés. Également le renfort du GIGN, appuyé d'un hélicoptère. Une coopération également internationale, parce qu'on peut penser que les fugitifs ont décidé de quitter le territoire. Vous l'avez dit, une notice rouge Interpol dans tous les pays aux alentours de la France. On se trouve avec Fabrice Elsner devant la mairie d'Incarville, parce que le maire a décidé demain d'organiser un rassemblement silencieux devant la mairie pour rendre hommage à ces deux personnes qui sont décédées. Il y a certains habitants d'Incarville qui ont entendu hier la fusillade parce qu'elle s'est déroulée à quelques dizaines de mètres de leur habitation. Le maire a décidé de mettre le drapeau en berne. Ce rassemblement se veut apolitique pour justement apporter le soutien aux familles des deux personnes qui sont décédées hier ici à Incarville. Merci beaucoup Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner à Incarville dans l'heure. Sandra Buisson, la traque n'a rien donné pour l'instant. On sait que des hommes sont toujours déployés. Le GIGN est toujours mobilisé à l'heure où on se parle. Alors il sera mobilisé si effectivement il faut mener cette interpellation qui promet d'être compliquée, puisque ces individus, on l'a vu, sont prêts à tout. Donc cette traque, effectivement, elle se poursuit maintenant en judiciaire. C'est-à-dire que effectivement hier il y avait ce plan épervier, quadrillage total du terrain pendant plusieurs heures, mais comme ça n'a rien donné, désormais ce sont les éléments d'enquête, les renseignements, les écoutes, les auditions qui vont permettre d'orienter les recherches des policiers et des gendarmes qui restent mobilisés donc pour récupérer ces fuyards. Donc au minimum ils sont 5, puisqu'au minimum ils étaient 4 pour faire évader cet individu. Soit ils se terrent dans la zone périmétrique en attendant que la pression des forces de l'ordre diminue, soit ils sont partis beaucoup plus loin. Qui est vraiment Mohamed Amra? Jean-Christophe Couvier, on va se pencher sur le pédigré de cet homme. On a cette photo, on a cette notice rouge d'Interpol. Ça veut dire quoi, la notice rouge d'Interpol? La notice rouge, en fait, c'est une notice envoyée à toutes les polices du monde qui participent au programme Interpol, effectivement, d'interpeller et de remettre à disposition de la justice française. Donc, où qu'ils se trouvent dans le monde. Oui, oui, en fonction, bien sûr. S'ils ont réussi à passer à l'étranger. On fait d'abord le point sur ce profil de ce multirécidiviste, je vous le disais, avec plusieurs condamnations à son actif et un parcours de délinquance qui a commencé dès l'âge de 15 ans. Maxime Leguet. Mohamed A, âgé de 30 ans, et un visage connu des services de police depuis son adolescence. Des antécédents judiciaires inquiétants et détaillés par la procureure de la République de Paris. Son casier judiciaire porte mention de 13 condamnations. Elle porte sur des atteintes aux biens, notamment des vols avec effraction aggravée. Son casier judiciaire ne porte à ce jour mention d'aucune condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il était emprisonné à la maison d'arrêt d'Évreux depuis le 11 avril. La procureure précise que son nom est aussi cité dans 2 autres affaires, le faisant passer de la délinquance au crime organisé. Il est mis en examen pour tentative d'extorsion avec arme, tentative d'assassinat et détention d'armes de catégorie B, pour complicité de meurtre avec préméditation en bande organisée, complicité d'enlèvement et séquestration d'otages pour obtenir l'exécution d'une condition. Sa mère s'est exprimée hier. Elle évoque un homme peu bavard. Dans sa tête, je ne sais pas, moi, ce qu'il a. Moi, il ne me parle pas. Moi, il ne me parle pas, c'est mon fils, il ne me parle de rien. Moi, il ne m'a rien montré, je ne comprends pas. Une enquête à l'encontre du commando et Mohamed A a été ouverte pour meurtre, tentative de meurtre et évasion en bande organisée. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Driss Ghali, vous êtes avec nous, vous êtes essayiste, auteur de La diversité au séparatisme. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, ce parcours de délinquance que rien n'a permis d'endiguer, puisqu'il a commencé très très tôt et que la justice française n'a pas pu y mettre un terme? Il évoque la tragédie humaine. Même dans les meilleures familles, il peut y avoir des voyous, en col blanc ou des terroristes. Rappelez-vous de Carlos. La violence n'est pas née aujourd'hui. Elle n'est pas née d'aujourd'hui. Mais ce qui est frappant de nos jours, c'est que notre système, c'est notre État, pour dire des choses clairement, les juges, mais aussi le système même médiatique, l'audiovisuel public, l'université publique. Et j'ai l'impression qu'il donne toujours un avantage, comme au tennis, aux plus violents, comme un privilège pour récidiver. Au détriment de la victime. Au détriment de la victime. Évidemment. Et en fait, à leurs yeux, le criminel, l'ultra-violent,
est une victime de la société. Il faudrait le comprendre, essayer de le réinsérer. Dernier point, je suis évidemment pour la réinsertion, mais une fois qu'il y a le repentir. Au fait, nous n'arrivons plus à condamner moralement la violence. Or, ce qu'on ne condamne pas moralement, on ne peut pas le punir pénalement. On est d'accord, c'est cette idéologie rouge que j'évoquais il y a quelques instants, Vincent Herbouët. Le fait qu'on a beaucoup travaillé avec la culture de l'excuse depuis 30 ans dans notre pays. Oui, mais moi, ce qui me paraît très singulier dans cette affaire, si vous voulez, c'est que ça fait très longtemps, 20, 30 ans, que les spécialistes de la question des narcotrafics sonnent le tocsin dans un désert total en disant qu'il n'y a aucune raison pour que l'Europe, les vieux pays, échappent à la montée d'une violence tout à fait nouvelle et à la montée aussi de la corruption, la généralisation de la corruption. Et on sait que, bon, si on regarde les faits objectifs, vous avez de plus en plus, finalement, de meurtres qui sont commis en France, d'assassinats, de fusillades entre trafiquants, on sait que des tentacules de la pieuvre s'étendent de plus en plus. Et en face de ça, vous n'avez absolument pas une prise de conscience politique réelle. On nous parle de guerre contre toutes sortes de choses, et pas simplement en Ukraine, mais on ne parle jamais de guerre au narcotrafic. Or, il faudrait sans doute, face à cette menace bien réelle, un outillage, un arsenal digne de la guerre au terrorisme, par exemple, avec une juridiction spécialisée, avec des moyens de renseignement. Proposé par les sénateurs, retoqué par le gouvernement. Hein. Avec une politique étrangère. Exactement, mais le rapport parlementaire est intéressant, mais avec une politique étrangère, par exemple, qui soit courageuse face aux pays qui sont d'une extrême tolérance avec le blanchiment de la drogue. Vous allez à Dubaï. Vous allez faire un tour à Dubaï. Qu'est-ce que vous voyez à Dubaï? Vous voyez des tas de gamins qui flambent le pognon, les dealers qu'ils ont amené, de France, les 10 000 euros qu'ils ont amenés de France. Okay. Et vous avez à côté, dans les Émirats voisins, là, on blanchit. Là, c'est plus les détaillants, c'est les grossistes. Et face à ça, nous, on se bouche les yeux. On a des débats irréels sur la légalisation du chichon, Et c'est totalement à côté de la plaque. Le fentanyl, ça arrive. L'héroïne, ça se développe. L'héroïne, non, ça ne se développe pas. L'héroïne, au contraire, avec les talibans, il y en aura moins. Oui. Mais par contre, la cocaïne, le coût du gramme de cocaïne est stable en France. Éric Revel. Oui, c'est juste. Et pourtant, on a des outils internationaux. Alors, on pourrait avoir une politique interne en France qui essaierait de lutter contre le narcotrafic comme on lutte contre le terrorisme. Vincent Herbouët a raison. Mais je rappelle quand même qu'il y a un organisme au niveau international qui s'appelle le GAFI, qui est censé lutter contre le blanchiment d'argent dans des paradis fiscaux, sur des listes grises, blanches et noires. Donc en fait, vous avez les moyens de bloquer les gros bonnets qui déposent... Ils flambent pas tout en liquide, Vincent. Il y en a aussi qui déposent en... Eh bien ça ne se fait pas. C'est-à-dire que vous avez entendu récemment parler du GAFI. Non, personne ne parle plus du GAFI. Et pourtant, ces paradis fiscaux sont connus. Il y a des listes noires de paradis fiscaux dont on sait qu'une partie de leur prospérité financière est due au blanchiment de l'argent, notamment de la drogue. Vous avez raison. J'aimerais qu'on revienne maintenant quand même à ce qui s'est passé avec ces agents de la pénitentiaire. 2 morts, 3 blessés. Sandra Buisson, des nouvelles du 3e blessé dont le pronostic vital était engagé. Oui, effectivement, c'était lui qui était le plus grièvement blessé. Et selon donc un représentant d'un syndicat de la pénitentiaire qui s'exprimait à la sortie du rendez-vous avec le ministre de la Justice, il a commencé donc sa prise de parole en expliquant qu'il était sorti du coma et qu'il y avait des inquiétudes sur son usage de sa jambe et qu'a priori les nouvelles étaient bonnes et qu'il pourrait vraisemblablement garder l'usage de cette jambe. Voilà, une pensée, je le disais, pour les familles des 2 victimes. On va écouter le témoignage d'un ami d'un des 2 agents qui est décédé. Il était il y a quelques instants dans l'émission de Pascal Praud sur Europe 1, Pascal Praud et vous. C'était son ami, vraiment, c'était le témoin de son mariage. Écoutez-le. L'un de mes meilleurs amis, c'était mon futur témoin pour mon mariage le mois prochain. C'était un frère motard, un frère supporter de Lens, qui aimait toujours mettre la bonne humeur, toujours souriant. Un vrai tonton pour mes filles. Enfin, c'est un choc, surtout en sachant qu'il allait être papa dans quelques mois. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. C'est inexplicable, quoi. C'est vrai que quand on entend la radio ou la télévision, qu'on voit des drames pareils, ça nous touche, mais là, c'est... Surtout qu'il n'y avait pas de raison, quoi, qu'il laisse sa vie, quoi. Le connaissant, il aurait lâché son arme et puis
Voilà, quoi. Enfin, je n'arrive pas à comprendre cette barbarie dans notre pays et que notre gouvernement aussi ferme les yeux, quoi. Je l'ai appris dans l'ambulance à la radio et en fait, j'ai tout de suite appelé son épouse et on était en attente pendant plus d'une heure, 1h30 et ça a été très long et dans le fond, je le sentais déjà qu'il en faisait partie, quoi. Je sais pas, c'était ancré au fond de moi, c'est dur, quoi. Il m'avait envoyé encore un message il y a 2-3 jours pour me dire qu'il était enfin un homme heureux, et je pense que c'était un petit signe pour me dire qu'il allait être papa, et il devait nous l'annoncer ce week-end. Profitez de vos proches. Il faut plus se prendre la tête pour rien, et puis profitez de la vie parce qu'elle est courte. Profitez de ceux qu'on aime avant qu'ils partent. Voilà pour ce témoignage d'un ami des agents pénitentiaires décédés. Geoffroy Lejeune, nous on a nos larmes, eux ils ont les armes de guerre. Il est insupportable ce témoignage en réalité à écouter. Il ressemble d'ailleurs à tous les témoignages de tous les proches de toutes les affaires de banditisme ou d'insécurité. C'est les mêmes mots qui reviennent, c'est la même émotion, c'est atroce. Atroce d'écouter ça. Et en fait, je suis pas responsable politique, mais si je l'étais, je me poserais la question de ce que je peux faire pour éviter ça. Et je pense que c'est bien d'avoir des responsables politiques qui sont émus, c'est-à-dire qu'ils ont un cœur, mais en fait, on attend presque plus ça d'eux. C'est mieux qu'ils agissent. C'est mieux qu'ils agissent. Et en l'occurrence, j'entends la petite musique consistant à criminaliser moralement les consommateurs de drogue et je suis d'accord avec ça, j'ai aucun problème parce que pendant très longtemps il y a eu une forme de banalisation voire même de glorification dans la culture populaire, mais je suis désolé, le vrai sujet c'est celle de la justice d'exception qui va être rendue pour ces gens-là. Si c'est vraiment le cancer de notre société, en effet l'état de droit particulier qu'on a appliqué pour le terrorisme, en fait on peut décider de l'appliquer pour le trafic de drogue. Je suis pas d'accord moi pour que les droits de la défense soient les mêmes pour toutes les délinquances et en l'occurrence le trafic du drogue c'est différent. Bon, et l'intersyndicale des agents pénitentiaires a renouvelé sa grève demain jusqu'à ce qu'un accord écrit soit trouvé avec le ministre de la Justice. Driss Ghali, on n'aura pas laissé une seule chance, ces agents pénitentiaires. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. C'est terrible, ça rappelle l'Algérie des années 90, ça rappelle la Colombie de l'époque de Pablo Escobar. Comme partout, les gouvernements, c'est-à-dire les élites qu'il y a derrière, médiatiques, universitaires, politiques, de droite, de gauche, ne veulent pas les mauvaises nouvelles parce que tout le monde veut le business as usual et continue à ronronner. Là, on ne peut plus ronronner, nous sommes rattrapés par le réel. Et ça commence toujours par les prolétaires. Ce sont des prolétaires qui sont morts, ces agents pénitentiaires. Bien sûr, évidemment. On va faire une petite pause. On reparlera de la situation dans les prisons tout à l'heure vers 18h30 avec Pierre Botton qui a été incarcéré et qui ce matin a poussé un coup de gueule en disant voilà ce qui se passe dans les prisons explique aussi peut-être cette violence, cette sauvagerie que l'on voit ensuite à l'extérieur.